Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confucius, l'accessible pouvoir des neurosciences. Merci de nous avoir suivis la semaine dernière. Il y a eu beaucoup d'engouement sur l'épisode. On s'est beaucoup amusé. Une très bonne Ouais. conversation sur la santé. On en a beaucoup appris. Moi, j'ai pris une bouffée d'informations. C'était génial. Merci encore Stéphane pour ces réponses. Et merci Euh, à toi pour les poser. du coup, aujourd'hui, l'éducation. Alors là, c'est un Yes. sujet en plus que j'adore. Ouais. Alors, je Ouais. pense que ça va intéresser aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup à dire. Autant la santé, j'ai pas encore trop lu dessus. Autant l'éducation, j'ai commencé à lire. On en avait C'est parlé pareil. un petit peu. Carol Dweck, Idriss Aberkane. Yeah. Voilà, ils apportent aussi un petit peu. Ils ont pas mal apporté aussi sur l'éducation et ça va être intéressant en fait de les faire venir dans le dialogue, si tu veux. J'ai quelques questions justement où on va un Tout petit à peu fait. analyser aussi ce qu'ils ont dit. Comment vas-tu? Bah, super bien. C'est vrai que c'est la question par laquelle c'est bien de commencer. Ouais. Je vais très bien. Je vais très Bon, très bien. Et toi, comment ça va? oh, bah, toujours en forme, toujours en Ouais. forme. Il fait beau, tout va bien, tu sais, c'est Et pareil. vous, comment ça va derrière l'écran là? Hein? Mettez-nous en commentaire en fait comment Comment ça ça va, si va? vous avez la pêche. De 1 sur 10, c'est quoi votre niveau d'énergie de 1 à 10? Et Trop comme je bien. dis toujours, en fait, en fonction de la note en fait, que vous vous attribuez, qu'est-ce que vous pouvez faire là de suite au niveau énergie, etc., pour gagner plus 1 en fait, en énergie. Donc voilà, pensez à une musique qui vous met en joie, pensez voilà, quelque chose. Faites monter votre niveau d'énergie parce que vous savez, on est reliés, hein, donc en fait, on vous sent aussi, même si Ouais, là, on c'est ne vrai. vous entend pas. Donc voilà. Ah bah, pour répondre à ta question, je pense que j'étais à 7-8 et j'ai dû prendre un +1 quand il était midi 12 et que j'ai ouvert le live. Yes, yes. Bah écoute, C'est la moi réponse j'étais, facile. ouais, moi c'est ça, moi j'étais un peu à 6, 7 et puis t'as une bonne énergie aussi. Donc en fait, boum, ça m'a déjà fait prendre +1. Et puis après, quand on sait qu'on est live, c'est encore +1. Donc je viens de me prendre +2. Bon. Génial. Ah ouais, bon, bah, génial. Bam. C'est Allez, ça, on +2. commence, on commence avec nos questions. Comme d'habitude, j'ai préparé une petite série de questions. On va commencer plutôt simple. On va préparer la base, en fait. Et derrière, je vais aller sur des questions un petit peu plus poussées. Voilà. Donc, simplement, l'éducation. Sur combien de temps ça s'étend? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Deux questions Ouais, en une. waouh. En apparence, une question simple, mais faut se méfier des questions simples parce que Et, justement, ouais. elle est bien complexe. Donc, la première question, c'est l'éducation. Combien de temps ça dure, en fait? C'est ça? Ouais. Mhm. Ouais. Alors, si je me base en fait sur bon, c'est toujours difficile de répondre de manière directe en fait à ce genre de questions, donc il faut que je donne un peu de contexte. Donc le contexte que je peux apporter, c'est toujours m'appuyer sur ce travail de Bruce Lipton. Donc je le répète mais je ne cesserai de le répéter que la période de 0 à 7 ans en fait est une période très spéciale de l'être humain neuroscientifiquement, puisque en fait la fréquence cérébrale sur laquelle il est câblé, c'est un spectre de fréquence qui est en onde θ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'onde θ, c'est un état qui est proche de l'état hypnotique. Donc, c'est un vrai papier buvard à tout son environnement, mais pas simplement à ce qu'il entend, mais aussi à ce qui est vécu comme émotion autour de lui. Mhm. Et la plasticité, le façonnage du cerveau va se faire de manière très rapide et très prononcée pendant cette période. Ensuite, l'éducation, donc ce que je veux dire, c'est que c'est une période particulière de la construction de la psyché humaine. Mhm. Mais l'éducation, d'un point de vue neuroscientifique, ne s'arrête jamais. Ouais. Elle s'arrête jamais puisque jusqu'à l'âge de 90 ans, on a réussi à prouver, comme je vous l'avais dit à Bertrand et à toi, qu'on peut fabriquer des neurones.
Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et donc, la plasticité du cerveau nous permet, c'est-à-dire on est vraiment doté d'une possibilité biologique d'apprendre jusqu'à l'âge de 90 ans. Mmh. Et qu'est-ce qui va faire que certaines personnes cessent d'évoluer ou d'apprendre? Ben, déjà, ça va être encore à cause du système d'exploitation et des croyances. Parce que si on a la croyance que à partir de 23 ans, parce que c'était un moment, c'était une croyance populaire en fait, qu'à partir de 23 ans, on ne crée plus de neurones, Mmh. eh Ouais, ben, c'est vrai. effectivement, on se persuade que c'est pas possible et par effet d'auto-persuasion, on va limiter notre cognition et notre possibilité d'apprendre. J'étais complètement un peu dans ce cas-là, justement, pareil sur la mémoire, hein, on l'avait mentionné aussi. On m'avait dit à partir d'un certain âge, la mémoire elle commence à chuter, donc j'ai pas cherché à la travailler forcément. Mais C'est récemment, ça. et puis avec l'étude en plus que tu nous as montré, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, quoi, parce que c'est pas fini en fait. La mémoire, on peut la travailler jusqu'au bout aussi. Mais complètement, Mhm. complètement. D'accord. C'est vraiment, comment dire, un message hyper positif. Ouais. Et une des fonctions premières de Confucius, c'est de transmettre la connaissance pour ouvrir les potentiels. Donc, en rétablissant en fait des vérités scientifiques, on redonne à l'audience de plus en plus de pouvoir sur eux-mêmes en balayant les fausses croyances qui les limitaient. Et, euh, et le processus cognitif d'apprentissage est un logiciel. Il faut comprendre le cerveau. Le cerveau, si vous comprenez ça, déjà, vous avez tout compris. Le cerveau fonctionne par programme et plus on utilise un programme, plus il est performant. Donc, je répète, plus on utilise un programme, plus il est performant. Si vous utilisez le programme de la dévalorisation, ben, plus vous l'utilisez, plus il va être performant. Et vous allez devenir expert en dévalorisation, pour vous-même, pour les autres. Pareil pour la dépression. La dépression, c'est en fait un programme qui est utilisé, réutilisé, alors qu'on peut disséquer en métaprogramme, en fait. Donc, on sait les petites étapes, en fait, qu'il y a à l'intérieur. Mhm. Donc, si vous êtes des humains normaux, j'ai envie de dire, et que votre but de la vie, c'est d'être heureux, le plus heureux possible, eh bien, en fait, il va falloir que j'utilise les programmes qui rendent heureux. Donc, je renforce les modes de pensée qui rendent heureux. Et ça me fait penser à une intervention d'un jeune Indien qui disait euh, qu'est-ce que vous pratiquez dans la vie? Si vous pratiquez la plainte, si vous pratiquez le fait de râler, vous allez devenir expert en plainte. Et vous allez développer une capacité dans laquelle vous serez expert et vous pourrez même enseigner aux gens comment se plaindre. Vous deviendrez très fort en fait dans cette discipline. Et vous trouverez des amis et tout un réseau pour vous plaindre ensemble. Et Mhm. vous allez créer votre communauté de plainte. Et voilà. Et inversement, on peut développer d'autres programmes, les programmes de la gratitude, les programmes de la confiance en soi, les programmes de l'estime de soi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour pratiquer, on va commencer à vouloir s'entourer de personnes qui ont confiance en soi, qui ont une bonne estime, qui sont dans la gratitude, etc. Et c'est ce qui fait que sur l'échelle d'une vie, ben, il y a des personnes qui ont des amis hyper positifs, qui ont des carrières hyper florissantes, qui ont une relation de couple qui est géniale, l'argent coule à flot, etc. Et on dit, tu as de la chance. Ben non, ça n'a rien à voir avec la chance. Donc, c'est intéressant la question que tu as posée parce que du coup, ça élargit complètement le spectre de l'éducation et de l'apprentissage qu'on pourrait avoir tendance à restreindre à la période de l'école. Absolument. Mhm. Hein, c'est vrai qu'il serait en théorie le temple de la connaissance. Je dis en théorie parce En qu'on théorie. on va y revenir. Ouais. Mais euh, voilà, donc je ne vais pas aller trop loin peut-être Ouais. dans l'approfondissement de la question parce que peut-être je risque de répondre à d'autres questions qui viennent plus tard. Absolument, absolument. Justement, je voulais te demander, avant qu'on aille un petit peu plus en détail sur cet âge de 0 à 7 ans, je voulais en savoir plus sur les différents acteurs de notre éducation, de la naissance jusqu'à la mort, sans pour autant aller dans le détail, mais quels sont vraiment tous ces acteurs jusqu'à la fin?
qui nous Alors, tu peux me répéter ça, s'il te plaît? Quels sont les acteurs de notre éducation, les personnes qui Ah, nous ok, éduquent ok, au fur et ok. à mesure de notre vie? Oui, bah alors, effectivement, les acteurs principaux, ça va être nos parents, Pour commencer, ouais. hein, donc, qui nous enseignent vraiment. Alors là, c'est compliqué, hein, parce qu'ils nous enseignent à différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs qui vont en fait, qui nous permettent de rentrer en relation avec l'autre. Et c'est ces mêmes neurones miroirs qui sont présents chez les singes, hein, en fait, et qui viennent par mimétisme entrer en communication. Donc, c'est comme ça, en fait, aussi qu'on s'est rendu compte qu'une communication, elle est à plus de 83% inconsciente, en fait, parce qu'elle est dans le paraverbal et le non-verbal. Donc finalement, ce n'est pas tellement ce que l'on dit qui est important à nos enfants et en général, mais l'intention avec laquelle on le dit. Ce que Parce l'on que ressent. voilà, toutes les micro-expressions, tout ça, sont des dizaines de codes. Il faut se rappeler que l'enfant, donc, il n'a pas encore le langage pour s'exprimer. Ça veut dire qu'il a il n'est pas déconcentré par les mots qui sont prononcés, puisqu'il ne porte pas vraiment son attention sur le sens des mots, puisqu'il ne les connaît pas. Ça veut dire que par effet de focus, c'est-à-dire que comme là, en fait, quand on parle de manière consciente, on écoute les mots qu'on se dit, on a un petit peu moins de focus conscient, c'est-à-dire notre conscience, et moins sur le paraverbal et le non-verbal de la personne. Et pour autant, là, on a des dizaines de signes et d'attitudes corporelles, en fait, toi et moi, par exemple, qui font qu'on est en communication. Les hochements de tête, on communique avec les mouvements des sourcils, on va communiquer voilà, avec les sourires, avec les expressions, les intonations de voix, etc. Donc, ça fait passer énormément d'informations. Et pour le coup, on fait passer aussi énormément nos émotions par ces expressions faciales, paraverbales et non verbales. Et donc, on va venir, sans se rendre compte, commencer à enseigner à nos enfants certains programmes. Le programme du souci, le programme de l'anxiété, le programme de l'angoisse, le programme de la peur. Alors, il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça, parce que bon, voilà, on cherche pas la perfection. Mais là, on est juste dans une dynamique d'augmenter notre conscience, en fait, de rentrer un petit peu plus en conscience, en fait. En fait, tu réponds un petit peu c'était un peu ma prochaine question. Comment profiter un maximum de cette tranche d'âge pour éduquer nos enfants? Et en fait, si je comprends bien, la réponse est un petit peu dans ta réponse d'avant, pardon. C'est simplement, va falloir faire attention aux émotions que l'on transmet lorsqu'on est avec notre enfant pendant cet âge-là. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de séparer vraiment les soucis de notre quotidien avec justement l'éducation de notre enfant. Parce que généralement, c'est ça. Et on comme mélange les toujours, deux et du coup, ça. l'enfant le ressent. C'est ça. Hein. Et comme toujours, c'est le niveau de conscience ouais. qui va faire toute la différence. Parce que si je ne suis pas conscient, en fait, que, par exemple, je veux que mon enfant il soit parfait, ce qui est souvent une projection de l'ego du parent, en fait. Donc, il veut qu'il soit parfait, donc il faut qu'il mange parfaitement, il faut qu'il n'y ait aucune erreur qui soit commise, en fait. Alors, ça part d'une super bonne intention et d'une super bonne volonté, mais en fait, ça peut créer une sorte de crispation interne qui permet pas naturellement à l'enfant de s'épanouir pleinement, en fait. Et c'est là où la pleine conscience va être vachement importante, c'est-à-dire dans quelle attitude interne de relation je suis avec mon enfant. Est-ce que je suis dans j'ai foi en la vie et j'ai confiance en la vie, je suis convaincu que le meilleur va arriver à mon enfant, ou alors je commence à déjà, par le biais de mes croyances en fait, dire
la vie, ça peut être une menace, elle peut être dangereuse, on peut tomber malade, et voilà, et ça y est. Et on commence à envoyer le système d'exploitation et ne pas faire confiance aux mécanismes plus que millénaires en fait de l'être humain. Et Ouais. petit à petit, ça nous amène à un hyper-contrôle de l'être humain, de l'enfance, comme on peut le voir aussi ce qui se passe avec le Covid, par exemple. Euh, Cette volonté de l'être humain de, de, de se mettre au-dessus de la nature et avoir du mal à rester en fait à sa place, fait qu'il veut hyper contrôler beaucoup, beaucoup de choses et il perd sa vraie nature en fait. Il est en train d'oublier, certains êtres humains sont en train d'oublier leur essence et c'est pour ça qu'il y a autant de pertes de sens aujourd'hui dans notre société, cette quête de sens, cette quête de mission de vie et de pourquoi je suis là, etc. Parce que à force de tout vouloir contrôler et se réfugier dans l'analytique, eh ben, on perd une forme d'intelligence. Dans l'éducation, c'est aussi cette intelligence naturelle à laquelle il faut se reconnecter. Et ça ne s'apprend pas dans des livres. Ça s'apprend vraiment dans la reconnexion à nous-mêmes. Un animal, il n'a pas lu dans un bouquin comment élever sa progéniture. Non, Et il y a tout un état d'équilibre, en fait. Il y a une énergie vraiment qui équilibre beaucoup les choses, en fait. Et si on y est connecté, on peut faire vraiment les choses dans la justesse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce langage qui peut peut-être paraître un petit peu mystique que je suis en train d'avoir, il est vraiment validé par les neurosciences. C'est-à-dire que cette notion d'état de flow, d'état de pleine connexion à toute chose et de fluidité de la pensée et de fluidité des émotions, c'est un état qui est maintenant compris par les neurosciences, décrit, et auquel chacun peut accéder. C'est vraiment. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Finalement, est-ce que pour être un bon parent, ça ne commencerait pas par déjà extrêmement bien prendre soin de soi? Parce qu'on va aussi retrouver des mécanismes de projection. C'est-à-dire, tout ce que je n'ai pas réglé dans ma vie, je vais demander à mon enfant de le régler à ma place. On le voit souvent. C'est très visible en fait même. C'est ça. Je n'ai pas fait d'études, donc toi, fais des études. Ouais, Parce ouais, ouais. que dans la projection de mon ego, j'aurai les bénéfices d'avoir un enfant qui a fait des études. Mais c'est complètement égotique. C'est complètement narcissique. On ne pense pas du tout à l'enfant dans ce cas-là, hein, si c'est cette motivation. Et en fait, on va avoir énormément aussi de personnes frustrées qui n'ont pas réussi à accomplir leurs rêves. Et ben en fait, donner le paquet comme ça à l'enfant, inconsciemment des fois, en disant, voilà, je connaissais un coach sportif comme ça qui s'était blessé. Un sportif de haut niveau qui s'était blessé, qui était devenu coach sportif et qui, sans se rendre compte, en fait, avait façonné, conditionné son fils pour qu'il batte des records à sa place. Et oui. Et là, on vole la vie en fait de ses enfants et on vit par substitution. Et c'est intéressant de se poser nous-mêmes aussi la question, dans quelle mesure je poursuis vraiment mes propres rêves et mes propres valeurs? Bien sûr. Et la question, elle est vraiment pas si simple à répondre. Non, Parce qu'évidemment, on va dire, évidemment, oui, bien sûr. Et non, si on gratte un peu, on va se rendre compte que, je vais vous donner un exemple très précis. Mon père, en fait, je le voyais très peu. Il travaillait beaucoup. Très, très, très peu, il travaillait de nuit. Et qu'est-ce que veut un enfant? Un enfant veut de l'amour. C'est un ingrédient fondamental à la vie. Il y a une expérience horrible qui a été faite en Autriche. Il y a dans les années, on est dans l'après-guerre, je crois qu'on est dans les années 50, quelque chose comme ça. Donc horrible, hein. Je préviens l'audience, désolé pour ça, mais
par contre, la connaissance qu'on en retire est intéressante. Ils ont pris en fait des enfants, des bébés, dont leur mère, en fait, leurs parents étaient morts. D'accord? Donc des enfants, des bébés qui n'avaient plus de parents. Et puis, c'est un psychiatre qui a fait cette expérience. Et donc, il y a des nourrices qui se sont occupées de juste subvenir aux besoins physiologiques des enfants. Juste les besoins physiologiques des bébés. Physiologiques, c'est-à-dire tu nourris, boum, tu changes, boum, avec aucune interaction. Aucun partage d'émotions, rien. Aucun partage d'émotions, etc. Donc, aucune stimulation des neurones miroirs. Ouais. Désolé, voilà, je veux dire, tous les enfants sont morts en fait dans un espace je crois qu'en moins d'un an en fait, quelque chose comme ça, ou un an et demi. D'accord. Donc en fait, la stimulation des neurones miroirs et donc l'amour, en fait, l'interaction qu'on va avoir avec son enfant est hyper importante. Et puis, on le voit très bien, nous aussi, sur nous-mêmes, l'effet que ça peut avoir quand on s'intéresse à nous, tout simplement. Bien Quand sûr. on porte son attention, tu as l'impression d'être revitalisé, en fait, de l'intérieur. Donc, Wow. voilà, je sais plus pourquoi. Non, mais c'est important. Voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, mais là, justement, c'était par rapport à comment vraiment bien éduquer nos enfants. Et il y a ce partage d'émotions et il faut savoir quand même le contrôler au bout d'un moment, quoi. C'est ça. Ok, génial, waouh. Non, mais tu vois, en effet, c'est une information qui est peut-être choquante, mais elle apporte beaucoup. C'est clair qu'elle a apporté beaucoup à la science, quoi. Vraiment. Voilà. Donc, voilà, on est vraiment des êtres qui avons besoin d'interaction, d'amour, et l'émotion va jouer un rôle hyper important dans la structuration de l'être humain. Puis après, peu importe l'âge, hein. C'est à tous les âges. Hein. C'est pas seulement Tout à pour les fait. enfants, pas seulement pour les bébés. Hein. C'est à tous les âges. Tout On a à fait. besoin de cette interaction. Et un jour, d'ailleurs, quand on était beaucoup plus jeune, on m'a demandé quelle était ma phobie. C'était la solitude. La solitude, finalement, c'est peut-être pas la solitude, mais le fait de ne pas recevoir d'amour. C'est peut-être ça que c'est ça. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, j'en étais conscient, et c'est la même chose pour beaucoup de monde. Hein, et c'est bien. Tu l'avais mentionné de toute façon. On est une espèce sociale. Oui, c'est ça. On est des animaux, effectivement, une espèce animale sociale. Et voilà. Et en fait, cette période de l'enfance, le problème, c'est que quand tu es en onde θ comme ça et que voilà, tu peux avoir peu d'interaction, tu vas avoir tendance à commencer à croire, à installer des croyances comme quoi je ne suis pas assez bien, je ne vaux pas la peine, je suis pas, je ne mérite pas d'être secouru, etc. Donc, c'est difficile parce que ça vient s'inscrire dans l'inconscient. Ouais. Et après, pour aller retaper ces programmes, en fait, qui dirigent, qui drivent notre vie, eh bien, en fait, il va falloir basculer dans ce mode en onde θ. Donc, c'est là où la méditation, l'hypnose, tous les états de conscience modifiés vont nous permettre d'accéder à de l'information qui est en nous, mais dont on n'a plus accès, en fait, neurologiquement. Ah, mais même le fait de savoir ça, je pense que ça aide déjà beaucoup de personnes à se poser déjà les bonnes questions, à comprendre justement où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on apporte maintenant l'école. On a parlé des parents, hein. Apportons maintenant l'école. Et je voudrais comprendre un peu plus la différence de rôle, de ton point de vue, entre l'éducation parentale et scolaire. Ok. Déjà, donc l'éducation scolaire, telle qu'elle est conçue actuellement, elle est là pour transférer de la connaissance. Plutôt transférer de la connaissance, tandis qu'en fait, les parents ne sont pas là nécessairement pour transférer de la connaissance, mais plutôt pour donner de l'amour, quoi, en fait, déjà, pour structurer, en fait, l'enfant psychologiquement. Déjà, dans un premier temps, il y a tout l'apprentissage de son autonomie physiologique. Donc ça, c'est le rôle des parents, voilà, de l'apprendre à se laver les dents, de l'apprendre à prendre soin de son hygiène, en fait. Donc, il y a une thématique sur l'hygiène.
Il y a aussi toute une thématique de l'éducation morale, en fait. Donc, le respect des autres, l'interaction sociale, en fait, comment j'interagis socialement, c'est quand même pas le rôle de l'école, en fait, à la base, tel que c'est conçu, bien qu'il y ait des petits cours d'éducation civique, etc. Voilà, c'est quand même déjà deux piliers hyper importants. Et puis, le fait pour moi, le rôle du parent, ça va être aussi de nourrir des passions, de nourrir des intérêts, de donner des goûts. Et comment on le fait, ben, en fait, c'est toujours en étant un exemple. C'est sûr que si on voit un parent qui lit plutôt qui regarde la télé ou qui est sur sa tablette ou sur son téléphone portable, ben, l'enfant a quand même plus de chances, par mimétisme, par les neurones miroirs, de se mettre à lire, par reproduction. Parce que l'enfant, il reproduit. Je vois mon fils, quoi. Qui a 16 mois, je m'éclate quoi avec lui. C'est vraiment toutes les micro-expressions. Voilà, c'est comme un miroir, quoi. Il me renvoie toutes les micro-expressions. Alors, comme je suis relativement expressif, en plus, je vois plein d'expressions de moi. C'est hyper rigolo, en fait. Tu vois, il boit, il fait des sons comme ça quand il éternue, voilà, et que moi je rigole. Donc lui maintenant, quand il éternue, il rigole derrière, plein de choses. Alors le rôle ensuite maintenant alors quelque chose aussi que j'aimerais clarifier, c'est deux choses avant que j'oublie, parce que je voulais absolument vous partager ça aussi. C'était tout à l'heure. Quand on parlait du rôle des croyances sur l'éducation et la capacité d'apprendre, etc., j'avais un trou de mémoire, donc je ne voulais pas intervenir, mais ça m'est revenu. Je voulais vous parler, que tu connais cette histoire que j'aime beaucoup, en fait, du 4-Minute Mile de Roger Bannister. Donc, la petite histoire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que pendant très longtemps, on considérait qu'on ne pouvait pas courir le mile en moins de 4 minutes. Donc, c'était acquis. C'était une croyance qui était acquise, tout comme il était acquis, par exemple, qu'on ne pouvait pas fabriquer de nouveaux neurones après 23 ans. Donc, c'était OK. C'était comme ça, hein, tout comme la Terre était plate à une époque. Hein. Donc, il y en a même qui sont morts pour prétendre le contraire. Donc, les croyances, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Et Roger Bannister, en fait, a battu le record 4-minute mile, donc le mile en moins de 4 minutes, avec une phrase que disait quelqu'un d'autre, qui disait en fait, je ne savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. J'adore cette phrase, en fait. Et donc, ce qui m'amène aussi à toujours mon petit mug qu'on m'a offert ce week-end, comme quoi tout est possible. Et installer cette croyance dans votre tête, c'est vraiment augmenter vos potentiels. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Roger Bannister, il a battu ce record. Et ben, dans l'année qui a suivi, il y a des quarantaines de personnes qui ont battu ce record parce que ça y est, il y avait l'objection neuronale qui avait été levée. Donc ça y est, vous avez le droit de battre ce record. Donc moi, je vous donne le droit d'être pleinement heureux, par exemple. Okay, du coup, ça avait quand même limité des capacités physiques et ça a permis à des personnes justement de dépasser leurs capacités physiques. Donc ça prouve que voilà, on est voué à l'évolution. Complètement. En fait, tu as un des postulats en PNL qui dit que ce qui est possible pour quelqu'un dans le monde l'est aussi pour moi, dans la mesure où je consacre le même temps et le même énergie que cette personne. Ouais. Et énormément de croyances limitantes viennent par exemple, le chant. Il y a énormément de personnes qui veulent apprendre de chant et qui disent « Non, mais moi, je chante faux » ou « J'ai pas le don. Ouais. » Mais il n'y a pas de don, en fait. Il n'y a pas de don. Mais alors ça, si vous comprenez ça, en fait, il n'y a pas des dons, il y a simplement des capacités qu'on acquiert ou pas. Et des fois, oui, on est avec cette capacité-là. Donc, il y a des gens qui naissent avec cette capacité-là, mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas que tu ne peux pas l'acquérir. Et ça s'apprend. Et tout s'apprend. Tu peux chanter extrêmement bien. Peut-être que ça va te prendre plus de temps que quelqu'un d'autre parce que tu as moins de capacités développées. Mais la croyance comme quoi c'est un don et qu'un matin tu te réveilles et que tu sais parfaitement chanter, ben non. Par contre, si tu en as vraiment, vraiment, vraiment envie et tu as des chanteurs comme ça qui
qui n'avait pas une voix superbe en fait, mais ils voulaient absolument ça. Ils ont bossé, 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 bossé et ils y sont arrivés. Donc c'est un vrai discours d'espoir, voilà, que je voulais dire. Génial. Alors, Maintenant, pour les ouais, croyances limitantes, j'avais une petite histoire aussi que j'ai lue dans ok, le livre de Carol Dweck. Bon, tu la connais sûrement. Ce sont des élèves dans un collège université hein, aux États-Unis. Et donc, tu as cet élève qui arrive en retard en cours. Et donc, qui récupère toutes les notes qui prend les notes en fin de cours. Et donc, le professeur, au début du cours, avait donné des problèmes, justement, pour que les élèves y répondent. Hein. C'était un peu le travail, le homework, le travail à faire à la maison. Et il devait venir avec, si possible, bien sûr, avec une réponse la semaine suivante. Et en fait, donc, cette personne-là n'a pas entendu tout l'énoncé, il a juste noté l'énoncé, il n'a pas écouté vraiment toute l'information à propos de ce problème. Du coup, il est rentré chez lui, il a commencé à travailler sur le problème, puis il s'est rendu compte, waouh, le problème est super dur. Waouh, mais il devait avoir une bonne note quand même, c'était noté. Donc, il a travaillé le problème, il a travaillé le problème, il a travaillé le problème. Il a rendu donc le problème 7 jours après. Et finalement, bah, c'était la seule personne de la classe à avoir réussi à trouver la réponse au problème. Et en fait, ce n'était pas seulement la seule personne de la classe, c'était la seule personne au monde à avoir trouvé la réponse au problème. C'est-à-dire que s'il avait été là au début du cours, il aurait entendu le professeur dire qu'attention, ces problèmes-là n'ont jamais été résolus. voilà. Et il l'a Donc qui je résolu. suis, moi, pour voilà. C'est ça. Il ne C'est savait pas que génial. c'était impossible, donc il l'a Donc je l'ai travaillé fait, c'est et il ça. l'a fait. Ouais. Incroyable, non? C'est vrai, quand j'ai Tout lu à cette fait, histoire, c'est je me suis dit, génial, c'est génial. fabuleux. Et ça me fait penser vraiment, merci pour ce partage, et ça me fait vraiment penser à une autre histoire aussi, c'est une expérience qui a été faite. En fait, ils ont pris deux groupes d'étudiants, et un groupe de cancres et un groupe de très très bons élèves. Mhm. Et en fait, au professeur en fait, qui avait le groupe de très très bons élèves, on leur a dit que c'était des cancres. Ouais. Et au groupe de cancres, on a attribué un professeur à qui on a dit que c'était de très 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 bons élèves. Mm. And guess what? À la fin de l'année, en fait, les très très bons élèves étaient devenus vraiment très très moyens. Ouais. Et les cancres, en fait, étaient devenus de très très bons élèves. Donc, il Super. y a aussi le système de croyance du professeur, en fait, qui Mhm. va imposer son modèle du monde, en fait, sur les autres. Donc, on voit bien la puissance des croyances sur l'impact du résultat. Super. Ah bien, ouais, voilà. Très belle histoire aussi, hein, vraiment. Et alors justement, quand même, l'école, elle nous programme un petit peu pour la suite, finalement. Ouais, Pour la suite de l'école, pour notre carrière, elle va en fait nous dire, elle va nous mettre des croyances dans la tête qui vont faire que, bah, par exemple, la croyance première, c'est tu as besoin de gagner de l'argent pour bien vivre. Je pense. Hein. Et c'est un peu, finalement, on le retrouve à l'école, qui en parle énormément, c'est Idriss Aberkane, justement. Et toi, de ton côté, justement, je voulais savoir si tu considérais que justement les disparités entre la programmation que tu as de l'éducation de tes parents et de l'école créent des confusions au sein de l'enfant. waouh. Ah ouais, carrément, bah, évidemment, en fait. Ces deux Évidemment. programmes, on est d'accord. Enfin, Ah ouais, ouais, il peut y avoir bah, l'école à l'heure actuelle est un modèle du monde. C'est-à-dire que c'est une perception, une vue du monde donc c'est un programme formatant qui formate des esprits Mm. dans un modèle de pensée et qui, si on le regarde bien, ne prend pas du tout en compte l'individualité, donc le caractère unique de l'être humain, mais qui a une tendance formatante. Mm. Euh, et là, il suffit de comprendre pourquoi. C'est que à la base, l'école, du moins en France, elle est encore basée sur le modèle napoléonien. Ouais. Et donc, le but des écoles, c'était de former des militaires. Eh oui. Et Mhm. donc, à l'époque, c'était pas nécessairement des hauts gradés, des choses, voilà. Donc, mais plutôt des personnes qui allaient devoir être en mesure d'exécuter des ordres sans grande remise en question, sans esprit critique.
Voilà, voilà, sans analyse critique. Et puis, plus tard, l'école était là pour former le militaire, en fait, est devenu une sorte de force ouvrière. Donc, comment dire, le cursus idéal, en fait, pour l'école, en fait, la finalité aurait été de former un peu des profils de comptables, des profils de comptables, donc voilà, qui structurent l'information, qui savent bien rester dans un cadre, etc. Et donc même écoutez bien hein, les mots, la langue des oiseaux, le Graal aujourd'hui, c'est de devenir un cadre. Un cadre. Donc un cadre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est lui-même dans un cadre et qui est capable de cadrer les autres. Au service de quoi? Ça, je vous laisse y réfléchir. À qui ça sert, en fait. Voilà. Donc, or, le mot éducation, qui vient du latin ex ducere, ça veut dire guider, conduire hors. Donc, pas du tout cadrer, conduire hors. Donc, on dit l'éducation, c'est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques, considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaité. Alors ça, c'est une définition qu'on trouve dans un dictionnaire, mais si je m'appuie sur une autre définition, éducation, c'est proche du mot élever. Donc, c'est amener, pour moi, l'éducation, en tout cas, c'est amener l'être à devenir une meilleure version de lui-même. Ou même, non, tu vois, même pas. Tu vois, parce que meilleure version de lui-même, ça veut dire qu'en lui, ça veut dire qu'on partirait du postulat qu'il n'est pas déjà dans une sorte de perfection. Donc, en fait, c'est l'amener, pour moi, élever correctement un être. C'est proche du coaching, en fait, finalement. C'est amener l'être à voir toute sa lumière, en fait, à l'intérieur de lui, tous ses talents, en fait. Donc, comme il disait Einstein, il revient souvent, cet Einstein. Quand même. Il est fort. Hein. Il est vraiment fort. Hein. Il dit, si tu évalues l'intelligence d'un éléphant à grimper dans un arbre, effectivement, l'éléphant sera très, très con, en fait. Parce qu'il n'est pas dans sa zone de génie, il n'est pas dans son talent. Donc, pour moi, élever quelqu'un, c'est l'amener à rencontrer sa zone de génie, à la découvrir et la nourrir et d'aller voilà. Et alors là, ça c'est et le rôle des parents et le rôle de l'éducation, parce que aujourd'hui, il y a quand même un modèle assez classique, mainstream de réussite. Et on nous a bourré le crâne que c'était la voie unique pour la réussite. Donc, voilà, on va parler clairement. Inconsciemment, on est formaté pour avoir notre CDI. C'est le Graal. Fais ton petit prêt, achète ta maison, marie-toi et des enfants, le Labrador, et c'est bon. Tu as atteint l'éveil. C'est dingue, c'est de savoir qu'on est programmé là-dessus et que si l'un de ces programmes-là n'est pas respecté, ça doit être dans un... Et là où ça va très fort, c'est que peut-être le plus grand éducateur qui est aujourd'hui, c'est Hollywood. Développe. Parce qu'en fait, dans le cinéma, il nous est en fait semé des graines dans le cerveau de réussite. Et le rôle des dessins animés et du cinéma dans le façonnage du cerveau de l'enfant et de la société est énorme. Alors, est-ce qu'au lieu justement de les appeler éducateurs, parce que c'est pas vraiment
ils visent pas l'élévation, mais ils visent plus la programmation, de nouveau. Ouais, c'est On est ça, plus tu des vois, en fait, programmateurs. on Ouais, pourrait ouais. aller parler de formateur. Mhm. Si tu entends le mot formateur, en fait, finalement, c'est un peu parce que tu te dis, c'est faire rentrer quelqu'un dans un format, Mhm. formateur. Tu vois. Donc, quand on voit ce gars qui est bien habillé dans le film, tu sais, surtout les films des années 80, là, etc., tu vois, qui est super bien habillé dans son beau bureau, qui a son beau pot à crayon, qui a sa belle voiture, qui rentre dans sa belle maison, qui a sa femme. On n'est que dans le cliché, que dans le stéréotype. Ben, qu'on le veuille ou non, on a été bercé là-dedans. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc notre inconscient, je peux te dire qu'il en a en fait beaucoup, beaucoup de programmes et ça va régir notre vie en fait. Mhm. Donc ça veut dire que quand même inconsciemment, si j'ai pas cette maison, j'ai loupé ma vie. Inconsciemment, si je ne suis pas marié, j'ai loupé ma vie. Si j'ai pas ce pot à crayon, j'ai loupé ma vie. Mais en fait, on peut voir à quel point ça va quand même nous conditionner. Et Mais tu ouais, sais que maintenant que tu racontes cette histoire-là, quand il y a Marvel qui est sorti avec tous les super-héros, ouais. il y a eu une poussée justement des enfants qui voulaient devenir pompiers ou qui voulaient aller dans la tech. Donc pompier, c'était plus un peu la représentation de Captain America. La tech, évidemment, c'était Stark avec Iron Man. Et en fait, ils définissaient justement des métiers selon leurs héros. Et bah, ils définissaient leur vie en fonction de ça, quoi. En Et fait, c'est évidemment, vrai, puisque hein. en fait, on sait que, neurologiquement que le processus de décision, il est toujours émotionnel. Mhm. Toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, toutes sont émotionnelles. Pour nous donner une illusion de contrôle de notre vie, on aimerait croire que c'est rationnel, mais les choix qu'on fait sont émotionnels. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un il choisit un métier plus qu'un autre, c'est parce qu'il a choisi, par exemple, peut-être la sécurité. Et donc, c'est une émotion qu'il achète. Mhm. C'est une émotion qui fait qu'aujourd'hui, il reste dans un métier qu'il n'aime plus, parce qu'il a de la sécurité, en fait. Ouais. Donc, notre base de décision, elle est toujours émotionnelle. Donc, avoir le plus grand choix de flexibilité comportementale, ça commence par maîtriser nos émotions, Mhm. Super. savoir les gérer. Super. Alors, je voulais qu'on revienne aussi un peu sur la notion de... Alors, ta petite histoire justement par rapport à ceux qui étaient considérés comme des cancres et ceux qui étaient considérés comme les plus forts de la classe. Et après, on leur a assigné des professeurs différents. Ça prouve quand même que la notion de QI, elle est complètement fausse. Alors, la notion de QI, il faut savoir que c'est un test qui a été inventé par la race blanche Mhm. pour démontrer sa suprématie par rapport aux autres races, à la base. Ouais, Donc, d'accord. encore une fois, en fait, c'est ce que j'amène en fait là-dedans, ce que je vais amener, c'est de pousser notre sens critique en fait encore plus loin et de oser challenger tous les modèles établis Mhm. Ouais, bien pour sûr. créer nos propres modèles, voilà, devenir vraiment des libres penseurs. Mhm. Alors, c'est pas possible à 100%, mais d'augmenter en fait notre liberté de penser, parce qu'aujourd'hui, regardez à quel point en fait on nous dit comment penser en fait. On nous dit ce qui est politiquement correct. Il y a vraiment un espèce de totalitarisme de la pensée unique qui est en train d'arriver. Et il faut vraiment faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe parce que dans ce modèle-là, on ne peut pas être heureux. Hein. Ouais, bah ouais, non, non, c'est Euh, sûr. C'est sûr. Ah, c'est pour ça, moi, c'est vrai que, encore une fois, avant de découvrir la science, une nouvelle fois en tant qu'amateur, avant de découvrir la science, on regarde toujours le QI. De temps en temps, hein, surtout pour voilà, les études que j'avais faites, c'est on regardait le QI, c'était intéressant de pouvoir se comparer ou quoi. Mais finalement, plus on se penche sur le QI, plus on se rend compte que ça va comparer le niveau d'intelligence entre des personnes qui n'ont, d'une, pas eu la même éducation, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'ont pas le même cerveau. Ou en tout ouais, cas les mêmes capacités de cerveau. tout C'est à plutôt ça que fait. je veux dire. Et en Et plus, c'est quand tu triste, connais quoi. comme je l'ai dit avant, quand tu connais le rôle de la gestion émotionnelle dans la capacité à réussir sa vie, Mhm. le QI ne prend pas du tout l'intelligence émotionnelle en compte, en fait. Et Ouais, moi, je bosse avec des gens qui ont des QI énormes ouais. et qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur vie, en fait. Parce Mhm. qu'il y a souvent un haut QI est accompagné un très, très bas QE, un très, très bas quotient Caution émotionnelle. émotionnel. Ouais. Mhm. Ouais. Donc, très mauvaise gestion
des émotions parce qu'ils pensent trop, ils remettent tout en question, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer. Et ça devient un handicap, en fait. Donc, ce qui était apparemment un avantage se retourne comme un handicap, en fait. Il faut encore une fois trouver cette balance. Toujours. Exactement. C'est dingue, Exactement. hein. On revient toujours à cette notion de balance. C'est ça, c'est les Et fondamentaux, hein. ouais, Ouais. Et ouais, si ouais. tu as un enseignement bouddhique, hein, c'est la voie du juste milieu, hein. Donc en fait, quand tu retournes tous les problèmes en fait, de tous les côtés, tu dis que c'est cette tempérance, cette équanimité, cette voie du juste milieu, c'est un peu la voie royale pour l'accomplissement de soi en fait. C'est génial. C'est génial. Écoute, Stéphane, je crois qu'on va en finir sur celle-ci. Superbe, On a fait nos 45 minutes pour aujourd'hui. génial. C'était puissant, encore une fois. Il y aura un deuxième épisode sur l'éducation la semaine prochaine. J'ai Mm. encore plein de questions. D'ici là, d'ailleurs, peut-être que nos auditeurs auront aussi des questions. Posez-les en commentaire, hein, parce que puisque la semaine prochaine, c'est le même sujet, on pourra sélectionner quelques Ouais. questions. Je Ou veux d'ailleurs, on dire aura aussi qu'il n'y peut-être a aucune mauvaise question, c'est-à-dire la seule mauvaise question qui soit, c'est une question qui n'est pas posée. Mhm. C'est vrai, complètement. Voilà, donc on est complètement ouvert à ça aussi, hein, et c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaise question. Je me suis posé aussi la question de savoir si la toute première que je t'ai posée était une mauvaise question. Qu'est-ce que l'éducation? Mais tu vois, finalement, c'était peut-être même la plus compliquée, finalement. Non, tout met en mouvement en fait. Ouais, c'est vrai. Complètement, complètement. Ouais, ouais. Super. Voilà. Écoute, c'était encore un vrai plaisir, Stéphane. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le second Ouais, épisode merci à sur toutes et à l'éducation. tous. Et n'hésitez pas à suivre nos pages. On est maintenant donc sur Facebook, page Confucius. On va la mettre de nouveau sur les commentaires. On va faire en plus un petit montage. On est fiers de notre petit montage de vidéo. Enfin, après, on est aussi sur les podcasts. On a mis le podcast en place la semaine dernière. Et Sur on Spotify, ajoute je des crois, épisodes au fur et j'ai à vu mesure. déjà. Pardon? Ouais, sur Spotify, hein, sur Spotify, j'ai vu qu'on était Spotify, Apple trouvable, hein, en fait. Podcast, on est sur plusieurs répertoires. Donc En voilà. tapant quoi? En tapant Confucius, on nous trouve? Confucius, on tombe Ouais, dessus, ouais, ok, absolument. nickel. Voilà. OK? Ça marche. Génial. À bientôt tout le monde. Merci tout le Bonne monde. Bye journée. bye. Merci Au Lilian. Ciao, revoir. ciao. Bye. Ah, Ciao, bye. ciao. Bye.